Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Martin Legros. Un petit mot sur la création que vous allez entendre ce soir, qui est donc une création originale qu'on a conçue pour les rencontres, avec l'idée de faire de la philosophie et de la musique en même temps. C'est un challenge. Je serai accompagné de Myriam Palin pour les textes et en musique avec ce qu'on fait sans doute un des groupes qui est sans doute les plus créatifs aujourd'hui en jazz, qui est le groupe Poetic Ways, qui comprend le saxophoniste Raphaël Imbert, la chanteuse Célia Kameni, victoire de la musique de cette année, le pianiste Pierre-François Blanchard, le contrebassiste Pierre Fénichel, à la batterie et au violoncelle Pierre-François Dufour. Et donc nous avons conçu un parcours qui sera un parcours en texte, en histoire et en musique de cette notion du corps politique qui est née à Rome sous l'Antiquité et qui continue à cheminer dans notre temps. Et on va essayer de vous raconter cette histoire avec des textes de philosophes depuis Platon jusqu'à Michel Serres et surtout en musique. Je vous souhaite une expérience de pensée musicale la plus riche possible et je vous invite à applaudir mes camarades quand ils arrivent. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end, oh love. Dance me to the end, oh love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you're moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Dance me to the wedding now and dance me on and on and dance me very tenderly and dance me very long. We both of us beneath our love, we both of us above, and dance me to the end of love. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born, and dance me through the curtains that our kisses have adored, and raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, or touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Rome, 494 avant Jésus-Christ. Alors que le bas peuple, qu'on appelle alors la plèbe, accablé de dettes et privé de droits civiques, s'est retiré sur le mont Aventin
pour signifier son refus d'obéir et de continuer à faire les guerres incessantes dans lesquelles la cité est engagée, le consul Menenius Agrippa, mandaté par le Sénat, parvient à convaincre les révoltés de renoncer à faire sécession. En échange de l'abolition de toutes les dettes et de la nomination de 2 tribuns chargés de défendre leurs intérêts, au cœur de son adresse au peuple, Menenius Agrippa délivre un petit récit édifiant, emprunté au poète Ésope, dit « l'apologue des membres et de l'estomac ». C'est l'une des premières occurrences dans l'histoire occidentale de la métaphore du corps politique. Devenue évidente au fil des siècles, et même un peu usée à force d'avoir servi à figurer l'union sacrée des chrétiens dans le corps du Christ, aussi bien que la communauté nationale incarnée dans les monarques et empereurs européens, l'idée initiale de figurer le lien qui unit les membres d'une communauté sous les traits d'un corps n'avait rien d'évident. N'y a-t-il pas quelque chose de monstrueux à penser que l'union des corps est un corps à la 2e puissance ? Aussi, quand Menenius Agrippa introduit pour la première fois cette image, c'est non pas pour penser la soumission de tous les membres à une seule tête, mais pour imaginer la désunion et la révolte des organes les uns contre les autres, la bouche et les dents faisant part de leur colère à devoir travailler sans cesse pour un estomac qui se contente de profiter de ses services. Voici le discours de Menenius tel que le raconte Tite-Live dans son Histoire romaine. Autrefois, le corps humain n'était pas encore solidaire comme aujourd'hui, mais chaque organe était autonome et avait son propre langage. Il y eut un jour une révolte générale. Ils étaient tous furieux de travailler et de prendre de la peine pour l'estomac, tandis que l'estomac, bien tranquille, au milieu du corps, n'avait qu'à profiter des plaisirs qu'il lui procurait. Ils se mirent donc d'accord. La main ne porterait plus la nourriture à la bouche. La bouche refuserait de prendre ce qu'on lui donnerait, les dents de le mâcher. Le but de cette révolte était de mater l'estomac en l'affamant. Mais les membres et le corps tout entier furent réduits dans le même temps à une faiblesse extrême. Ils virent alors que l'estomac lui aussi jouait un rôle et qu'il les entretenait comme eux-mêmes l'entretenaient. En renvoyant dans tout l'organisme cette substance produite par la digestion qui donne vie et vigueur, le sang qui coule dans nos veines. Ce récit, conclut Tite-Live, ramena le peuple à la raison. Angleterre, 1399, cour du roi. Le roi Richard II, monté à 11 ans sur le trône, est en proie, après 20 ans de règne, à la rébellion de son cousin Bolingbroke et de ses puissants alliés qui remettent en question la gestion erratique du royaume. Richard est contraint de se démettre lui-même de la couronne. Mais comment peut-il se défaire de ce qui ne lui appartient pas, lui qui est doté, selon la doctrine médiévale, de 2 corps, le corps individuel, sensible et fragile d'un mortel, et le corps collectif, immortel, glorieux de la couronne. Dans sa pièce, Shakespeare met en scène le dilemme de Richard, obligé de se défaire du nom de roi et de la couronne comme s'il devait arracher de son propre corps le corps immortel de la couronne. Personne à part lui, loin de Dieu et l'incarnation du royaume, ne peut se démettre de sa propre souveraineté. En se défaisant de son corps glorieux, il redevient un simple mortel qui ne dispose plus, selon la magnifique expression du dramaturge, que de la souveraineté de son chagrin. Quel sujet peut prononcer une sentence contre son roi ? Et entre ceux qui siègent ici, qui n'est pas sujet de Richard ? Et l'image de la majesté de Dieu, son lieutenant, son intendant, son représentant élu, loin du Seigneur, couronné, installé depuis maintes années, sera jugé par une bouche sujette et inférieure, sans même être présent ? Ne permettez pas, ô mon Dieu, que dans une région chrétienne, des âmes civilisées donnent le spectacle d'un forfait aussi odieux, aussi noir, aussi infâme. Regarde maintenant comment je vais me dépouiller. Je retire ce lourd fardeau de ma tête, ce sceptre incommode de ma main et de mon cœur, l'orgueil du pouvoir royal.
De mes propres larmes, je me lave de l'onction sainte. De mes propres mains, j'enlève la couronne. De ma propre bouche, j'abjure ma dignité sacrée. De ma propre voix, j'annule tous les serments de fidélité. J'abandonne mes manoirs, mes rentes et revenus. Je rapporte mes actes, décrets et statuts. Je n'ai pas de nom et je ne sais pas de quel nom m'appeler. Vous pouvez me destituer de ma gloire et de ma puissance, mais non de mes chagrins. Je suis toujours roi de cela. Mes yeux, pleins de larmes, je n'y vois plus. J'ai donné ici le consentement de mon âme pour dépouiller le corps sacré d'un roi. Paris, 21 janvier 1793, 10h10. Suite à sa condamnation à mort prononcée par la Convention nationale à l'issue du procès de la monarchie, confondu avec sa personne, le roi Louis XVI est exécuté sur la place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Dans son histoire de la Révolution française, Jules Michelet soutient le procès du roi. Il y voit l'occasion de mettre en lumière le ridicule, dit-il, le ridicule mystère dont l'humanité barbare a fait longtemps une religion, le mystère de l'incarnation monarchique, la bizarre fiction qui suppose la sagesse d'un grand peuple concentré dans un imbécile. Gouvernement de l'unité, dit-on, comme si cette pauvre tête n'était pas ordinairement le jouet de 1000 influences contraires qui se la disputent. Michelet craint cependant qu'en faisant couler le sang du corps du roi, la Révolution ne transforme le piètre monarque en un martyr et fasse renaître au travers de sa passion sur l'échafaud l'amour du peuple pour la royauté. Au final, la décapitation de Louis XVI marque pour l'historien la naissance de la République, d'une société qui cesse de penser son unité en la projetant dans le corps d'un homme. Le corps politique laisse place à une société divisée en quête d'une unité à inventer, à recomposer à partir de ces unités de compte que sont les citoyens, porteurs un à un de leur voix. Quels qu'aient été ces résultats du jugement de Louis XVI, il n'en doit pas moins être l'objet d'un respect profond, éternel. De tels actes s'estiment moins par leurs fruits que par la pensée courageuse, par l'esprit de dévouement qui les a dictés. Ils savaient trop ceux qui jugèrent, tout ce qui leur en coûterait dans l'avenir. Ils savaient qu'en frappant le roi, ils se frappaient eux-mêmes. Et ils se sont dévoués. Ils s'arrachèrent le cœur pourtant et passèrent outre. Étaient-ils dans l'erreur ? Ce n'est pas nous, du moins, nous qu'ils pensaient sauver, qui leur en feront un reproche. Non, hommes héroïques, vos fils reconnaissants vous tendent la main à travers les temps. Vos ennemis eux-mêmes, qui sont ceux de la France, sont obligés, en vous, d'honorer leurs vainqueurs, les fondateurs de la République, leurs vainqueurs pour tout l'avenir.
Longtemps, les hommes ont trouvé dans l'image du corps le moyen de figurer ce qui les rassemble, de donner forme à leur communauté, de fixer les contours de leur cité. Platon l'explique très simplement dans La République au livre 5, au moment où il définit la cité idéale, celle qui assure la plus grande harmonie entre ses membres. De même que l'individu qui reçoit un coup au doigt éprouve la douleur avec la partie blessée, de par la communauté qui organise le corps dans son lien avec l'âme, de même, à l'échelle collective, dans la cité idéale, chacun s'affligera des souffrances et se réjouira des plaisirs ressentis par tous ses concitoyens. Qu'il arrive quelque chose, bien ou mal, à un seul citoyen, affirme Socrate, une telle cité sera la plus apte à la fois à déclarer que l'élément qui éprouve fait partie d'elle-même et à se réjouir ou à souffrir tout entière avec lui. La cité idéale est celle qui ressemble à un homme unique, et ses membres sont unis comme ceux d'un unique corps dirigé par une seule âme. L'image du corps nous fait toucher à une dimension secrète, peut-être inconsciente, de notre rapport à la politique. À la différence des communautés animales, les communautés humaines se gouvernent elles-mêmes. Elles délimitent un lieu à égale distance de tous, le lieu du pouvoir, depuis lequel elles peuvent agir sur elles-mêmes. L'image du corps permet de matérialiser ce dispositif, car le corps est un tout qui comprend en son sein une instance de commandement, la tête, susceptible de la diriger, de la mettre en mouvement. En Occident, cette affinité entre la structure des communautés politiques et celle du corps humain s'est trouvée renforcée par la figure du Christ, le Dieu fait homme venu racheter les fautes du genre humain par la traversée de la mort sur la croix. À l'image du Christ, le roi incarnait la nation dans son corps tout en représentant sa tête. Le roi ou le despote, dit la Boétie, n'a que 2 yeux, n'a que 2 mains, il n'a qu'un corps. Et pourtant, s'il parvient à obtenir la soumission ou la servitude de ses sujets, c'est qu'il leur prend leurs propres yeux, leurs propres mains, leurs propres pieds pour les soumettre. Comment a-t-il pouvoir sur vous que par vous autres ? Comment vous oserait-il courir su s'il n'avait intelligence avec vous ? En décapitant ces rois, ou en les confinant à un rôle symbolique, constitutionnel, la démocratie a rompu avec ce modèle. Comme l'a montré le philosophe Claude Lefort, la révolution démocratique survient quand tombe la tête du corps politique. Du même coup, le pouvoir devient un lieu vide, soustrait à l'appropriation. Se produit une sorte de désincorporation de la société. Elle ne peut plus se concevoir comme une unité substantielle. Elle n'est plus que faite que des individus qui s'associent par contrat et expriment leur volonté par le vote. Mais cette expérience est précaire, inquiétante et fragile. Qu'une crise survienne, que la société paraisse fragmentée en divisions insurmontables, que les partis ne se montrent plus à même de soutenir l'idée d'une loi et d'une volonté commune, et voilà que l'aspiration à refaire corps surgit. C'est le sens, toujours selon Lefort, des aventures totalitaires avec leur ambition de rétablir le peuple un, de réincorporer les individus dans le corps social en désignant un autre, l'ennemi du peuple, dans le miroir duquel l'unité perdue sera restaurée. Aujourd'hui, les aspirations nationalistes refont surface avec leur ambition de ressouder le peuple contre ses ennemis. Au-delà de ces formes pathologiques, en avons-nous entièrement fini avec les expériences de communion politique ? Ne faisons-nous pas encore l'expérience sensible de nos attaches et de nos liens, de nos déchirures et de nos enthousiasmes collectifs ? C'est entendu, seuls les individus ont un corps, qu'ils ressentent de l'intérieur et qui les met en contact avec le monde. Mais ces individus ne sont pas des atomes indépendants, des îles fermées sur elles-mêmes. Ils sont reliés à leurs semblables, dotés eux aussi d'un corps sensible et animé. C'est à travers ce corps que nous faisons l'expérience de nos similitudes et de nos différences. Paradoxe de l'incarnation. Je ne ferai jamais, moi, ici, dans mon corps, l'expérience que l'autre est en train de faire là-bas dans son corps. Je ne ressentirai jamais ce qu'il ressent. Et pourtant, au travers de son apparence charnelle, je le reconnais immédiatement comme un semblable. Descartes affirmait que cette reconnaissance était un jugement de l'esprit, en fait.
Quand je vois passer sous ma fenêtre des chapeaux et des manteaux qui pourraient couvrir des spectres ou des automates qui se remuent par ressort, si j'affirme cependant que ce sont bien de vrais hommes, ce n'est pas en vertu d'une perception des sens, toujours trompeur, c'est grâce à un jugement de l'esprit qui associe les signes matériels, l'image de ces chapeaux et de ces manteaux, ondoyants, à l'idée d'homme que j'ai en moi ou que Dieu a mise en moi. Les penseurs de la phénoménologie, comme Husserl ou Merleau-Ponty, lui opposent à Descartes. Pour que l'idée d'homme puisse s'activer dans mon esprit, il faut d'abord qu'une empathie première se forme. En branchant l'un à l'autre, en s'accouplant, comme dit Husserl, nos deux corps, qui n'ont qu'une vue et une compréhension partielle d'eux-mêmes, ces deux corps peuvent se compléter. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Le corps de l'un offre au corps de l'autre un miroir où il peut compléter la vision toujours partielle qu'il a de lui-même. Grâce à ce miroir, un dialogue sensible et muet, une pré-réflexion charnelle s'opère, socle de tout échange possible. Par le corps, les individus font bien plus qu'éprouver leur similitude. Ils réalisent leur communauté. Et cet accouplement a un sens politique. L'espace des reconnaissances et d'ouverture à l'autre constitue le ressort de toutes les luttes, de toutes les émancipations quand on y réfléchit. La société continue de vibrer de sensations et d'aspirations partagées, d'éprouver son unité, ses divisions, son altérité, comme un corps. La persistance des nations n'atteste-t-elle pas que l'humanité elle-même s'éprouve à la rencontre de son unité à travers la pluralité de ses incarnations? Et les grandes causes politiques contemporaines, de la lutte contre le racisme à l'écologie, en passant par le féminisme, engagent une prise de conscience que le corps de chacun et de tous est peut-être le véhicule le plus profond de toutes nos émancipations. Ma peau est noire. Allez-y. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain. Inflict it again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. My skin is yellow and my hair is long. Between two worlds, I too belong. My father was rich and white before my mother late one night. What do they call me? My name is Saffronia. My name is Saffronia. My skin is tan and my hair is fine. My hips invite you. My mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me?
My name is Pizza. Ma peau est noire, mes bras sont longs, mes cheveux sont laineux, mon dos est fort, assez fort pour supporter la douleur, infligée encore et encore. Nina Simone, dans cette magnifique chanson, évoquait cette condition de la population afro-américaine. Et c'est en nous faisant partager l'expérience de son propre corps, de sa peau noire, de ses cheveux laineux, de la force qui gronde dans son dos et dans sa voix, qu'elle cherche à éveiller les consciences sur les souffrances endurées par la communauté afro-américaine. C'est à partir des corps également, des corps souffrants, des corps dominés, des corps en révolte, que les grands mouvements d'émancipation de notre temps ne cessent de se rallumer. Et c'est à partir de cette révolte des corps que les penseurs de l'émancipation, de Simone de Beauvoir à Bell Hooks, en passant par Frantz Fanon, que la question de la légitimité de l'ordre établi est remise en cause. Né dans l'Amérique de la ségrégation d'un père portier et d'une mère domestique, rien ne semblait destiner Bell Hooks à son futur succès en tant qu'écrivaine. C'est grâce à la lecture et l'éducation valorisées par sa famille qu'elle refuse un avenir de servante ou de femme au foyer. Elle décide de s'intéresser à l'histoire des femmes afro-américaines, ce qui lui inspire son premier essai, « Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme », écrit à l'âge de 19 ans. Penseur féministe, pionnière de l'idée que les discriminations qui visent les minorités ou des classes opprimées se recoupent, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité, militante de la sororité, la solidarité des femmes en lutte pour leurs droits et leur dignité, Bell Hooks privilégie la voix douce et flirte même avec le développement personnel. Ce qu'elle vise, la guérison physique et mentale des individus, mais aussi la réparation du corps politique abîmé par les discriminations. Écoutons-la un instant. Mes sœurs, vous qui êtes nos amis, nos aimés, nos camarades, je vous accueille dans l'amour et dans la paix. Par un beau jour de printemps, le monde déborde de splendeur et de beauté. Chaque aspect de la nature est rempli de vie. Ce qui semblait mort et n'était qu'en dormance recommence à pousser. Symbolisé par des jours saints qui célèbrent la résurrection et le renouveau, c'est le temps pour chaque chose d'être refaite à neuf, un temps de joie. Ce matin, alors que je sortais faire ma promenade méditative, j'ai eu comme l'impression que le monde autour de moi, les oiseaux, les fleurs, l'herbe verte fraîchement coupée, n'était qu'un baume apaisant, semblable à ceux que Big Mama nous appliquait partout sur le corps, sur nos petits bobos. Enfant, on croyait que les pommades qu'elle fabriquait avaient des pouvoirs magiques. Je suis convaincue aujourd'hui que la magie, le pouvoir de guérir, résidait dans ses mains noires, chaudes et aimantes. Des mains qui savaient nous toucher et nous procurer une sensation de plénitude, qui savaient faire disparaître la douleur. Ayant été élevée au milieu de femmes et d'hommes noirs qui entretenaient un lien fort avec leur pouvoir de guérison et qui m'avaient appris à tirer des leçons, mes ressources, du cœur, de la terre, j'étais peinée pour cette nouvelle génération qui me semblait si moderne, si sophistiquée et si perdue. Il m'a donc semblé approprié d'appeler notre groupe de soutien les Sœurs de l'Igname. J'avais également le sentiment que l'Igname était un symbole de solidarité et de la communauté noire, un symbole porteur de vie. Dans tous les endroits du monde où vivent des femmes noires, on mange des ignames.
C'est un symbole de nos liens diasporiques. En tant qu'aliment, l'igname nourrit le corps, mais il est aussi utilisé comme ingrédient médicinal pour le soigner. Le féminisme de Bell Hooks ne s'adresse pas qu'aux femmes. Elle entend également soigner les hommes de leur propre domination. Car le patriarcat est un piège, une maladie dont souffre le corps social tout entier. Le patriarcat est la maladie sociale la plus dangereuse pour le corps et l'esprit masculin dans notre pays. Pourtant, la plupart des hommes n'utilisent pas le mot patriarcat dans leur vie quotidienne. La plupart des hommes ne pensent jamais au patriarcat, à ce que cela signifie, à la manière dont il est produit et maintenu. Beaucoup d'hommes dans notre pays ne seraient d'ailleurs pas capables d'épeler ce mot ou de le prononcer correctement. Le mot patriarcat ne fait tout simplement pas partie de ce qu'ils disent et pensent dans une journée normale. Les hommes qui l'ont entendu et le connaissent l'associent généralement au mouvement de libération des femmes, au féminisme, et le rejettent donc comme n'ayant aucun rapport avec leur propre expérience. Cela fait plus de 30 ans que je parle du patriarcat sur les estrades. C'est un mot que j'utilise quotidiennement et les hommes qui m'entendent l'utiliser me demandent souvent ce que j'entends par là. Le patriarcat exige des hommes qu'ils deviennent et demeurent des estropiés affectifs. Dans la mesure où ce système refuse aux hommes le plein accès à leur libre volonté, il est difficile à tout homme, quelle que soit sa classe sociale, de se rebeller contre le patriarcat, de se montrer déloyal envers le parent patriarcal, que ce dernier soit un homme ou une femme. Proche de Simone de Beauvoir et de Maurice Merleau-Ponty, le penseur Frantz Fanon parle lui aussi du corps pour diagnostiquer les pathologies de la colonisation et sonder les chances de l'émancipation. Psychiatre, il se bat aux côtés du FLN pour l'Algérie libre et devient ambassadeur du panafricanisme. Mais sa révolte s'appuie d'abord sur son expérience en tant que médecin à Lyon. Il constate en auscultant les ouvriers algériens que leurs maux sont causés par des conditions de vie précaires. Il met en place une psychiatrie alternative se fondant davantage sur le contexte culturel des patients que sur des critères cliniques. En soignant les âmes et les corps, Frantz Fanon cherche à rendre aux peuples opprimés leur dignité. Mais c'est en lui, dans son propre corps, qu'il a commencé à prendre conscience de sa condition d'homme noir. J'étais tout à la fois responsable de mon corps, responsable de ma race, de mes ancêtres. Je promenais sur moi un regard objectif, découvrais ma noirceur, mes caractères ethniques et me défoncèrent les tympans, l'anthropologie, l'arriération mentale, le fétichisme, les tares raciales, les négriers et surtout Yabon Banania. Ce jour-là, désorienté, incapable d'être dehors avec l'autre, le blanc, qui, impitoyable, m'emprisonnait. Je me portais loin de mon être là, très loin, me constituant en objet. Qu'était-ce pour moi sinon un décollement, un arrachement, une hémorragie qui caillait du sang noir sur tout mon corps. Pourtant, je ne voulais pas cette reconsidération, cette thématisation. Je voulais tout simplement être un homme parmi d'autres hommes. J'aurais voulu arriver lisse et jeune dans un monde nôtre et ensemble édifié. C'est encore le même geste que l'on retrouve chez Simone de Beauvoir dans son combat contre la domination masculine. Dans le IIe siècle, elle compare d'ailleurs explicitement les conditions de la femme avec celles du noir ou du juif en interrogeant les stigmates corporels de la discrimination. L'éternel féminin, c'est l'homologue de l'âme noire et du caractère juif. Il y a des profondes analogies entre la situation des femmes et celle des Noirs. Les unes et les autres s'émancipent aujourd'hui d'un même paternalisme. Et la caste naguère maîtresse veut les maintenir à leur place, c'est-à-dire à la place qu'elle a choisie pour eux. Dans les deux cas, elle se répand en éloges, plus ou moins sincères, sur les vertus d'un bon noir.
à l'âme inconsciente, enfantine, rieuse, du noir résigné et de la femme vraiment femme, c'est-à-dire frivole, puérile, irresponsable, la femme soumise à l'homme. Dans les deux cas, elle tire argument de l'état de fait qu'elle a créé. Quand un individu, un groupe d'individus est maintenu en situation d'infériorité, le fait est qu'il est inférieur. Mais c'est sur la portée du mot « être » qu'il faudrait s'entendre. La mauvaise foi consiste à lui donner une valeur substantielle, alors qu'il a le sens dynamique hegelien. Être, c'est être devenu. C'est avoir été fait tel qu'on se manifeste. Oui, les femmes dans l'ensemble sont aujourd'hui inférieures aux hommes, c'est-à-dire que leur situation leur ouvre des moindres possibilités. Le problème, c'est de savoir si cet état de choses doit se perpétuer. We've got the whole world in our hands. 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 We've got the fish of the sea in our hands. We've got the birds in the air in our hands. We've got the fish of the sea in our hands. We've got the whole world in our hands. We've got the game, the man in our hands. We've got the cinnamon in our hands. We've got the gambling man in our hands. We've got the whole world in our hands. We've got a little bits of baby in our hands. We've got the little bits of baby in our hands. We've got the little bits of baby in our hands. We've got the whole world in our hands. And we've got everybody here in our hands. And we've got you and me, brother, in our hands. And we've got everybody here in our hands. We've got the whole world. We've got the whole world in our
Il a le monde entier entre ses mains. Il a le poisson de la mer dans ses mains, il a les oiseaux du ciel dans ses mains, il a l'homme pêcheur entre ses mains, il a le petit bébé dans ses mains, il a tout le monde ici entre ses mains. Chantait Nina Simone dans ce spiritual afro-américain des années 30. Dans sa magnifique reprise à l'instant, Célia Kameni nous dit non pas il a le monde entre ses mains, nous avons le monde entier, le poisson de la mer, les oiseaux du ciel ici entre nos mains. Non pas un homme avec un grand H et au singulier, mais un nous, une communauté sensible, constituée de tous les corps, masculins et féminins, et de tous les êtres sensibles, animaux, végétaux, humains, qui peuplent et portent la terre. Légère mais profonde inflexion, qui est au cœur de la transformation écologique dont nous sommes les contemporains, les spectateurs et les acteurs. La terre qui nous portait, cette arche originaire, comme disait Husserl, qui constitue le sol sur lequel se sont édifiées cités, empires, royaumes, nations, la terre dont nous dépendions s'est mise à dépendre de nous. Elle est entre nos mains. Mais qu'est-ce à dire? Et comment s'ouvrir à cette responsabilité nouvelle et peut-être démesurée? Il y a plus de 30 ans, en 1990, Michel Serres publiait son grand livre sur l'écologie, Le contrat naturel. Il prenait acte avant tout le monde de la portée métaphysique du réchauffement climatique et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, à savoir que la nature, le cosmos, qui était jusqu'ici le grand dehors, sur lequel le monde des hommes n'avait pas de prise et qui lui servait de modèle, était devenue dépendante de l'activité humaine. Je cite, « L'histoire globale entre dans la nature globale entre dans l'histoire. Voilà de l'inédit en philosophie. » Dans les pas du constat, Michel Serres appelait surtout à penser le fondement juridique de l'écologie, du droit de la nature qui présuppose de la faire entrer dans le contrat social entre les hommes, pour mettre fin à la guerre que les hommes mènent contre la terre. Et ce contrat, il le concevait comme la formalisation des liens corporels entre biens énergétiques et cognitifs qui rattachent le corps tout entier de l'humanité au corps de la Terre. Une Terre-monde dont il allait confier la garde, 20 ans plus tard, à son personnage de la petite poussette, avant même qu'elle ne s'incarte dans Greta Thunberg et ses acolytes. Comme Nina Simone, revisitée par Célia Kameni, Michel Serres pouvait dire en effet de petite poussette, elle a le monde entier dans sa main et au bout de son pouce. Mais écoutons-le nous expliquer le point de départ de cette transformation sans précédent dans notre rapport à la nature, fruit d'un voyage sidéral et sidérant. De la nature dont nous parlions autrefois, monde archaïque dans lequel nous vivions plongés, la modernité appareille dans son mouvement croissant de déréalisation. Devenue abstraite, inexpérimentée, l'humanité développée décolle vers les signes, hante les images et les codes, et volant au milieu d'eux, n'a plus rapport dans les villes à la vie ni aux choses du monde. Vautrée dans le doux, elle a perdu le dur. Voyageuse et parlière, informée, nous ne sommes plus là. Nous errons hors de tout lieu. Appareillée assez loin de notre terre, nous pouvons enfin la considérer toute. Le paysan dos courbé vivait du sillon et ne voyait que lui. Et le sauvage seulement sa clairière ou les sentiers à travers le massif forestier. Le montagnard sa vallée découverte des alpages. Le bourgeois la place publique observée de son étage. Le pilote d'avion une portion de l'Atlantique. Voilà une boule floue environnée de turbulences. La planète Terre telle que la photographie les satellites. Toutes. À quelle distance volons-nous pour l'apercevoir ainsi, globalement? Nous sommes tous devenus des astronautes, entièrement déterritorialisés. Non point comme autrefois, un étranger pouvait l'être à l'étranger, mais par rapport à la Terre de tous les hommes ensemble.
Chaque individu jadis défendait son coin de terre, laboureur à la fois et soldat parce qu'il en vivait, que ses ancêtres y reposaient. La charrue et le fusil avaient le même sens local, objet lien au sol que la tombe. De ce petit port local et de ces médiocres objets, nous sommes appareillés. Notre plus récent voyage nous amena de la terre avec un petit T à la terre avec un grand T. Pour nous autres modernes qui avons appareillé et décollé comme des astronautes et qui contemplons et usons la Terre comme si nous ne l'habitions plus, tout l'enjeu est dorénavant, comme l'a affirmé le philosophe Bruno Latour dans Les Pas de Michel Serres, d'apprendre à atterrir. Mais comment atterrir ? Comment reprendre pied sur cette terre que nous avons désappris à habiter, avant d'adopter des nouvelles politiques publiques, de bousculer nos habitudes énergétiques, d'inventer de nouvelles technologies, de mettre en place de nouveaux transports, de nouveaux habitants. Il convient d'entendre, de réentendre la voix, les voix de la terre, affirmait Michel Serres. Car elle nous lance un appel. Comme les bateaux en perdition, elle crie « Aidez-moi ». C'est cet appel qu'il faut entendre, avant de pouvoir la sauver, en nouant un nouveau contrat naturel, soutenait Michel Serres, cette proposition existentielle d'une nouvelle entente possible entre l'homme et la terre a été introduite par Michel Serres et reprise aujourd'hui par tout un pan de l'écologie. Pour le philosophe David Abraham, auteur de La Terre s'est tue, la révolution écologique commence par nos corps sensibles. C'est en renouant avec nos corps animaux que nous pourrons réapprendre à entendre la Terre, cette Terre qui parlait à toutes les humanités qui nous ont précédés, mais qui s'est tue pour nous. Retrouver ce lien perdu, cela passe par des expériences simples et concrètes, pour autant que nous soyons sensibles à ce qui se passe en nous et que nous sachions trouver les mots. Écoutons ceux d'Abraham. Nous pouvons sentir le monde autour de nous seulement parce que nous sommes entièrement une partie de ce monde. Parce qu'en vertu de notre propre densité et dynamisme charnel, nous sommes totalement insérés dans les profondeurs du sensible terrestre. Nous pouvons sentir les textures tangibles, les sons et les formes de la biosphère, parce que nous sommes nous-mêmes des formes tangibles, sonores et audibles. Nous sommes nés de ces mêmes eaux, de ce même air, de ce sol glaiseux, de cette terre solaire. Nourris et entretenus par la substance de la terre vivante, nous sommes la chair de sa chair. Nous ne sommes ni de purs esprits, ni de pures âmes, mais des corps sensibles et sentants, capables d'être vus, entendus, goûtés et touchés par les êtres autour de nous. Agen, 9 novembre 2025. De la question décoloniale à la question écologique, en passant par le féminisme, les combattants les plus vibrants et les plus profonds des grandes causes contemporaines nous invitent ainsi à renouer avec une expérience charnelle du monde et de la société. En faisant entendre leurs voix, leurs pensées, leurs écrits, nous avons voulu rendre sensible ce soir, en paroles mais aussi en musique, la persistance de notre corps politique et vous inviter à faire respirer et résonner ce corps politique, le nôtre, ici même, plus librement, plus amplement. Quand tu cries, quand tu combles, quand l'ennui s'infite et gronde en toi, quand t'envahis, que tu inondes, quand tu ris, mais qu'au fond tu te noies,
échos de pompe, tu crois que quand tu pries sur ton trône une fois que ta couronne te proie, t'as juste besoin d'un peu de place pour la tendresse, laisser laisser danser ta carapace, que l'ivresse te serre dans ses bras, que la douceur du vent t'enlace, comme dans les films au cinéma, et qu'on s'emporte et qu'on s'embrasse, qu'on brûle de doute et de joie. Quand tu fuis, quand tu frôles, t'engloutis tes idées folles de joie. Quand tu t'enfuis, que tu t'affoles, mais même sous ton cache-colle, je te vois. Quand tu vois gris que t'es morose, tu vieillis quand tu névroses chez toi. Quand t'es vibrant, que t'es grandiose, t'es vivant, mais que tu n'oses pas, t'as juste besoin d'un peu de place pour la tendresse, laisser danser ta carapace, que l'ivresse te serre dans ses bras, que la douceur du vent t'enlace, comme dans les films au cinéma, et qu'on s'emporte et qu'on s'embrasse, qu'on
got no skirt, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no man, ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no sister, ain't got no brother, ain't got no uncle, ain't got no aunt, ain't got no cousins, and ain't got no friends. I ain't got no love, ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no water, and I ain't got no air, ain't got no cigarettes, ain't got no talking, ain't got no God. What have I got? Why am I alive anyway? What have I got? Nobody can take away. I've got my hair, I got my head, I got my ears, I got my nose, got my brain, got my back, got my mind, I got my smile, I got my arms, got my fingers, got my legs, got my toes, got my feet, got my back, got my neck, I got my sex, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, and I got my liver, I got my blood, and I've got life, I've got life, I've got life, I've got life, and I got my freedom, and nobody's gonna take it away. I got my freedom, and nobody's gonna take it away. And you got your life too, and you've got your freedom. You got your life too.
Ouais, vas-y. Merci. On prend ça pour une demande de bis ou... Célia Kameni, s'il vous plaît. Célia Kameni. Pierre-François Blanchard au piano. Cette soirée est exceptionnelle, y compris dans le fait que nous sommes le seul groupe au monde à avoir 2 Pierre-François dans le groupe. C'est Pierre-François Titi Dufour à la batterie et au violoncelle. Pierre Fénichel à la contrebasse. Et merci infiniment, c'est une expérience à chaque fois. C'est la 2e fois qu'on le fait, mais là, on l'a pas dit à Martin et Myriam, mais on a changé tous les morceaux en fait. Et on leur a pas dit. Ouais, vous en êtes un petit peu aperçu. Et en fait, on va vous faire le morceau, on va terminer en bis, le morceau par lequel on avait commencé la dernière fois qu'on avait fait cette expérience. Mais vraiment, ce soir, c'est une création, vraiment, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait au départ. Et on va faire comme ça, sans doute une tournée mondiale philo-musicale grâce à ça. Il faut juste que vous travaillez votre anglais, c'est juste, je dis ça, je dis rien. Et on est ravis d'être là ce soir. Et on va terminer, on voudrait jouer un morceau qu'on adore jouer, et particulièrement dans ce contexte-là. C'est une composition personnelle qui s'appelle La lettre à la muse, et il se trouve qu'elle est là ce soir, donc c'est encore mieux. De toute façon, si on ne l'avait pas fait, moi j'aurais passé une très mauvaise soirée de toute façon. Merci infiniment, un grand merci surtout à toute l'équipe du théâtre qui est assez extraordinaire. On peut les applaudir très fort. Une étoile dans la nuit qui brille sans bruit. Étoile de nos vies.
Thank you.